Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bonjour à toutes, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial, un épisode où on va parler d'endométriose et pour ça, et d'alimentation bien sûr surtout, mais pour ça je ne suis pas toute seule, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Fabien Piasco. Salut Fabien. Salut, merci à toi, merci pour ton invitation. Écoute, je suis ravie de t'avoir ici sur ce podcast. Si vous ne connaissez pas Fabien, eh bien il faut savoir que en réalité, Fabien a déjà une grande expérience sur le sujet. Donc Fabien, en réalité, il est diététicien nutritionniste, il est conseiller scientifique aussi, et en réalité, Fabien, il est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont un en particulier, c'est l'alimentation anti-endométriose. Alors je dis un en particulier parce que ça va être le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Fabien, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous dire finalement qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené ici? Dis-nous tout. Alors déjà, je suis professionnel de santé depuis plus de 20 ans, depuis 22 ans, je crois. J'ai travaillé pendant 18 ans et quelques en pharmacie, avant de devenir diététicien en même temps que je travaillais en pharmacie. Puis j'ai passé divers diplômes en nutrition jusqu'à un master en nutrition. Et j'ai été amené à travailler dans un centre thermal spécialisé en gynécologie à Challes-les-Eaux en Savoie, ce qui m'a amené au fur et à mesure à m'intéresser à la santé de la femme. Dans le passé, j'avais beaucoup travaillé sur le cancer du sein, puisqu'on faisait des cures post-cancer du sein là-bas. Et puis, comme on avait pas mal de patientes avec endométriose, on avait développé une cure spéciale endométriose, donc une cure thermale classique, avec de l'eau soufrée, comme toute cure gynécologique, on va dire, et dans laquelle on rajoutait un module spécifique endométriose, où moi je faisais de la nutrition, enfin, ouais, il y avait un médecin qui parlait de phytothérapie, etc. Et donc, au fur et à mesure des années, je me suis intéressé de plus en plus à ce qu'on pouvait faire dans le domaine de la nutrition et de l'endométriose. J'ai commencé à répertorier des études, etc., à faire des petits documents. Et puis, j'ai été amené à écrire mon premier livre, on va dire. Bien que mon premier livre aurait dû être sur le cancer du sein, puis après j'avais changé d'avis, je me suis dit je vais d'abord faire sur l'endométriose, on verra le cancer du sein après, et que finalement j'ai pas encore écrit. Et voilà, donc ça fait 10 ans que je travaille sur l'endométriose, et c'est en travaillant dans ces termes, spécialisé en gynécologie, c'est ça qui m'a amené en fait à m'intéresser à l'endométriose. Parce que souvent on me pose la question, oui, pourquoi est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille, une proche, etc., qui a de l'endo? Et alors après, j'en vois de plus en plus dans ma famille, alors que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'endométriose, il n'y en avait pas, en tout cas pas diagnostiqué. Donc c'était pas pour des raisons de proches, voilà, de compagne ou etc. C'était vraiment parce que je travaillais dans un centre spécialisé en gynécologie, qui malheureusement a fait faillite à cause de Covid. Pourtant, on était les plus réputés de France pour ça, mais voilà, malheureusement, Covid est passé par là et les finances du centre thermal, les finances n'ont pas résisté. Alors, c'est ce qui m'a amené donc à travailler sur l'endométriose. J'ai écrit le livre L'alimentation anti-endométriose, livre que j'ai remis à jour au fur et à mesure des années. On est maintenant à la 7e édition. Voilà, je le complète. J'espère dans le futur réécrire un tout nouveau livre en repartant de zéro pour faire quelque chose de totalement différent. Et puis après, j'ai écrit d'autres petits bouquins, endométriose, approche naturelle, et puis d'autres livres dans lesquels je parle un peu de l'endométriose. Et donc, voilà, donc ça fait des années que je travaille sur ce sujet. Alors je trouve ça passionnant et en fait on a vraiment une philosophie commune.
C'est vrai que souvent, alors quand je dis une philosophie commune, c'est parce que souvent on s'en tient finalement à ce qui est dit au niveau médical et toi et moi on est totalement d'accord avec ce qui est dit, hein, avec le côté diagnostic, etc. Là où on l'est peut-être un peu moins, c'est que forcément ça va pas assez loin. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a toujours pas vraiment de traitement pour l'endométriose. Alors j'ai les poils qui se hérissent, hein, quand on me dit vous prenez telle pilule, c'est un traitement contre l'endométriose. Non, pas du tout. Ouais, je pense que là, ouais, je pense qu'il parle du Dienogest, qui est un produit Dienogest, traitement. Sawis, enfin Ouais. voilà, il y en a plusieurs Ouais, effectivement qu'on trouve sur le marché qui peuvent être prescrits. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre, hein, c'est pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout mon discours. Mais à côté de ça, je me dis il y a tellement de choses qu'on peut faire soi-même. Et j'en suis la preuve, hein, puisque moi j'avais des crises d'endométriose catastrophiques pendant des années. Aujourd'hui, voilà, il se passe plus rien. Donc ça peut changer, ça peut évoluer. Et j'avais envie justement de te poser quelques questions pour aider les femmes qui nous écoutent et qui pourraient souffrir d'endométriose. Alors je dis pourraient parce que quand même on rappelle que le diagnostic il met encore très longtemps avant d'être posé. Oui, alors non seulement le diagnostic est très long, mais admettons que ce soit pas exactement de l'endométriose. Si vous avez des gros symptômes avec de très fortes douleurs avant et pendant les règles, par exemple, eh bien en fait l'alimentation anti-inflammatoire fonctionnerait quand même, puisque quel que soit le diagnostic, euh, les symptômes vont suffire à permettre à s'axer sur la nutrition et elle aura un très bon impact. Donc c'est vrai qu'il faut voir des spécialistes pour vraiment avoir un diagnostic correctement posé, mais dans tous les cas, s'il y avait des douleurs atroces pendant les règles, bon, dans tous les cas, ça serait quand même très suspect. Une femme n'a pas à avoir de douleurs atroces pendant les règles. De petites douleurs, oui. Par contre, des douleurs atroces, non. Mais après, s'il y avait ces douleurs, l'alimentation anti-inflammatoire serait efficace. Donc, rien n'empêche de commencer. Exactement. Et alors souvent, et ça c'est, je sais les filles, vous m'écoutez et je sais, je vais déjà anticiper parce que je vous entends déjà d'ici. J'en ai plein qui me disent mais moi Mia, je mange sainement, je fais attention à mon alimentation. Et Fabien, est-ce que tu peux expliquer justement en quoi est-ce que manger sainement, ça veut pas forcément dire manger anti-inflammation quelque part? Oui, alors on peut manger correctement selon son point de vue, mais ce n'est peut-être pas optimal. Donc il y a déjà un fossé entre ce que pensent les gens de manger correctement par rapport à nos habitudes, voilà, on va dire françaises ou autres, peu importe, mais en tout cas par rapport à nos habitudes familiales, socioculturelles, etc. Et puis par rapport à ce que les gens pensent de la nutrition en général. Donc ils peuvent penser manger correctement, en tout cas pas très mal, mais c'est pas forcément optimal. Et ensuite, le fossé est encore plus grand avec une nutrition qui serait thérapeutique, qui permettrait de diminuer les symptômes d'une maladie, en l'occurrence de l'endométriose, voire de diminuer sa progression, voire de la stopper. Donc, penser manger correctement et avoir la nutrition optimale, une nutrition thérapeutique, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Ok. Alors pour celles qui nous écoutent, par quoi est-ce qu'on commence en fait? Alors, déjà, une petite chose que je souhaiterais préciser, c'est que malheureusement, la nutrition ne fait pas partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé, de la HAS. Et non seulement ça ne fait pas partie des recommandations, mais c'est même carrément écrit de ne pas suivre l'alimentation anti-inflammatoire, ce qui est assez déroutant, on va dire. Donc, ils estiment que les preuves sont pas suffisantes, alors que il y a des tas d'études qui existent dans le domaine de la nutrition et de l'endométriose. Par expérience, on voit également que ça fonctionne vraiment très bien. Et voilà, mais il faut juste le savoir en premier lieu pour ne pas être surpris du discours dans le domaine médical. Certains médecins diront non, il n'y a pas de nutrition pour l'endométriose, non, ça ne marche pas. Là, c'est qu'ils ne connaissent pas. Je peux vous assurer que la nutrition fait des résultats, parfois des miracles, ou en tout cas des résultats assez spectaculaires sur beaucoup de femmes. Donc voilà, c'est le petit point que je voulais préciser.
Donc, Alors, par quoi commencer? tu fais bien de le préciser et c'est vraiment important. Et j'en profite pour faire une parenthèse. On en a parlé, toi et moi, en off, mais ça rejoint un petit peu ce que je leur dis toujours par rapport aux normes labo. Quand on fait une prise de sang, quand on fait une analyse et qu'on a des références, et parfois le médecin ne réagit pas parce qu'on est dans les normes, mais être dans la norme et avoir des valeurs optimales de santé sont deux choses différentes. Et de nouveau, c'est pas parce que les médecins ne connaissent pas que ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment important et tu fais vraiment bien de le préciser. Merci pour ça. Donc voilà, c'est pas parce que le médecin ne le recommande pas que ça ne fonctionne pas. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Ce sont des études et des discours qui sont différents. Oui, exactement. Et en plus, par rapport aux analyses biologiques, il y a encore autre chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on va doser dans le sang n'est pas forcément exactement la même chose que ce que vont contenir les kystes ou les lésions endométriosiques. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mesurez des marqueurs inflammatoires dans le sang, ils peuvent être un peu augmentés, euh, ou même pas vraiment, ou même à peine, on va dire, alors que dans les kystes ou les lésions, il y a énormément de molécules inflammatoires. Pareil pour les hormones. On sait que l'endométriose est une maladie hormonodépendante, voilà, œstrogénodépendante, dépendante des œstrogènes. Alors, c'est pas la seule perturbation hormonale qu'il y a dedans, parce qu'il y en a plusieurs, mais on va dire dépendante des œstrogènes. Eh bien, certaines femmes, par exemple, qui ont des problèmes de fertilité, vont faire un bilan hormonal pour la fertilité. Elles vont doser la réserve ovarienne avec l'AMH, ils vont doser l'œstradiol, etc. Elles peuvent très bien avoir un taux d'œstrogène qui est bon, voire qui est un peu faible. Le taux sera faible parce que les ovaires sont fatigués. Et là, on peut se dire, oui, mais alors voilà, c'est pas hormonal, mais si, c'est pareil. Dans les lésions d'endométriose, c'est bourré d'œstrogène. C'est pas la même chose que ce qui est dans le sang. Donc, il y a déjà une différence entre le tissu endométriosique lui-même et ce qu'on pourrait mesurer dans le sang. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Par exemple, les œstrogènes sont fabriqués dans l'endométriose elle-même, sous l'action d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase. L'endométriose va fabriquer ses propres œstrogènes. Donc, on a déjà une différence entre ce qu'est la lésion elle-même, ce qu'on peut retrouver dans le sang, et ensuite, comme tu disais, les normes des labos. Les normes de médecine classique ne sont pas les normes qu'on utilise en micronutrition. Les normes en micronutrition sont beaucoup plus resserrées, beaucoup plus spécifiques. Donc, même par rapport au diagnostic de bilan biologique, là aussi, il peut y avoir une confusion. Tu faisais bien de préciser. Génial, merci pour ça, parce que oui, clairement, tu vois, quand j'accompagne les femmes, on me dit oui, mais finalement, je suis dans la norme ou on n'a pas réagi, le médecin ne m'a rien dit. Bah non, parce qu'en fait, ce sont deux approches différentes et c'était pourtant important pour moi de clarifier ça. Donc, c'est quoi, comment est-ce qu'on commence finalement pour mettre en place finalement des bonnes actions anti-inflammatoires au quotidien? Alors, cette alimentation que j'ai appelée alimentation anti-endométriose dans mon livre, qui est une alimentation anti-inflammatoire, plus certains aspects spécifiques comme l'équilibre hormonal, les perturbateurs endocriniens et d'autres points qui vont être spécifiques à l'endométriose. Il faut savoir qu'elle s'articule autour de 4 grands domaines. Et une fois qu'on a compris ces 4 domaines, on va comprendre ce qu'il faut modifier dans l'alimentation. Le premier domaine, c'est l'inflammation. L'endométriose est une maladie inflammatoire. Donc l'endométriose produit de l'inflammation, mais l'inflammation elle-même, donc les molécules inflammatoires qui diffusent dans le corps, ces molécules inflammatoires vont stimuler le développement de l'endométriose. Ça fait une sorte de cercle vicieux. L'endo fait de l'inflammation augmente l'endo. Or, l'alimentation peut être anti-inflammatoire. En faisant certains choix alimentaires, on peut diminuer l'inflammation dans le corps. Donc, ça va être un premier facteur sur lequel on va agir. Deuxièmement, dans l'endométriose, il y a beaucoup de stress oxydatif. C'est-à-dire, il y a trop d'oxydation par rapport à notre capacité antioxydante. Or, l'alimentation peut être antioxydante, ou bien on peut avoir un type d'alimentation qui n'élève pas le stress oxydatif. Et on sait aussi que le stress oxydatif joue comme facteur dans le développement de l'endométriose. Si on le diminue, on enlève un deuxième facteur. Ensuite, on a l'équilibre hormonal. Dans l'endométriose, on a une hyperœstrogénie, un excès d'œstrogène dans les lésions, une résistance à la progestérone. Ça, c'est un autre phénomène qui peut expliquer que chez certaines, les pilules progestatives continues ont peu d'effet. Oui. Et on peut, avec l'alimentation, moduler les hormones.
Là, je parle vraiment des hormones qui sont dans l'organisme. Je parle pas des perturbateurs endocriniens ou des phytoœstrogènes. Je parle bien des hormones. Avec certains choix alimentaires, certaines actions de nutrithérapie, on peut moduler les hormones. Ensuite, il y a l'exposition aux perturbateurs endocriniens. On va éviter les perturbateurs endocriniens. Et de ce fait, on va enlever encore un facteur. Et finalement, ça, beaucoup l'auront remarqué, c'est la connexion intestin-endométriose, domaine dans lequel il y a de plus en plus d'études d'ailleurs, et les mécanismes, on commence à vraiment bien les comprendre. L'intestin est, est intriqué avec l'endométriose. On peut avoir un intestin irritable, ou en tout cas un terrain inflammatoire intestinal avant que l'endo se développe, et l'intestin va être une sorte de pourvoyeur d'inflammation qui pourrait favoriser le développement de l'endométriose. Mais même s'il n'y avait pas de perturbation intestinale avant, c'est-à-dire plus jeune dans la vie, enfant, etc., une fois que l'endométriose se développe, au fil des mois, des années, l'endométriose va finir par perturber l'intestin, même si celui-ci n'est pas atteint par des lésions. C'est-à-dire que l'endométriose va finir par faire développer un intestin irritable, même s'il n'y a aucune lésion abdominale. Voilà, si par exemple il n'y a que des lésions, je sais pas, sur les ovaires, la vessie, les ligaments hétérosacrés, etc., eh bien, on peut quand même, ou de l'adénomiose, qui est une endométriose du muscle utérin, eh bien, même avec ces formes d'endométriose localisées dans le petit bassin, on peut avoir un intestin irritable qui se développe. Et c'est ce qu'on appelle le lendobélie, c'est le ventre qui gonfle après manger, par exemple, ou d'autres perturbations, diarrhée, constipation, alternance, etc., qu'on regroupe sous l'appellation intestin irritable, même si le terme est très généraliste. Eh bien, l'endométriose peut favoriser cet intestin déséquilibré, avec une flore déséquilibrée, une barrière intestinale qui est abîmée, et bien ça va favoriser à son tour l'inflammation. Et donc, l'endométriose et l'intestin vont former aussi un cercle vicieux. Donc, alors merci de parler de ça parce que clairement, tu vois, j'ai énormément de femmes que j'accompagne et qui finalement quand je creuse me disent mais oui, mais effectivement, et j'ai mal au ventre et j'ai une tendance à être ballonnée, constipée, diarrhée, etc. Enfin voilà, chacune va avoir ses propres symptômes et pour autant, ce n'est jamais mis en relation quand elles sont suivies médicalement en PMA. Et donc merci de faire le lien parce que c'est crucial évidemment, ça a des répercussions de l'un vers l'autre en fait, j'ai envie de dire, hein. Il y a une communication et en même temps quelque part c'est logique déjà parce que j'ai presque envie de dire il y a une proximité géographique parce que effectivement utérus intestin il n'y a pas beaucoup d'écart évidemment entre les deux, que l'inflammation de l'un passe vers l'autre et que à partir du moment où on a ce qu'on appelle le leaky gut, cette perméabilité intestinale, on va avoir quelque part des joints de jonction qui s'écartent un peu, qui laissent passer les bactéries et donc forcément qui amènent de l'inflammation. Donc c'est super important. Merci pour ça Fabien. Exactement. C'est tout à fait ça. Et même si on n'avait pas cette proximité anatomique, ça le ferait quand même. C'est-à-dire qu'une fois que l'intestin est poreux, en effet, ça laisse passer des éléments étrangers dans la circulation sanguine, des antigènes alimentaires et des débris bactériens, qui ne sont pas forcément des bactéries entières, mais ne serait-ce que des débris de bactéries, qui vont favoriser des réactions immuno-inflammatoires, quel que soit l'endroit de l'organisme. On connaît par exemple ce phénomène avec la maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que l'intestin poreux amène à une dégénérescence du cerveau, dans Parkinson, Alzheimer et compagnie. Donc en fait, même s'il n'y avait pas cette proximité, ça le ferait quand même. Donc d'où la nécessité d'avoir un intestin en parfaite santé qui fait son rôle de barrière pour pas qu'il produise d'inflammation. Mais tu disais que c'est pas mis en lien dans la communauté médicale. Pourtant, la science le montre depuis pas mal d'années et on a découvert plein de choses. On a découvert par exemple ce qu'on appelle l'œstrobolome, c'est-à-dire l'action œstrogénique en quelque sorte de l'intestin. Par exemple, tu as plusieurs mécanismes qui sont connus. Le premier, c'est que les œstrogènes et les perturbateurs endocriniens, une partie vont être transformés par le foie et ensuite éliminés soit par les urines, soit par la bile et donc par les intestins. Et en fait, au niveau de l'intestin, tu vas avoir plein d'hormones qui normalement finissent dans les toilettes. Parce que les hormones stéroïdiennes, dont les œstrogènes, ou d'autres hormones sexuelles, etc., elles sont pas cassées en petits morceaux dans le corps, ce sont des hormones qui sont éliminées, soit par voie urinaire, soit dans les selles.
pour être éliminées, ces hormones sont conjuguées, c'est-à-dire qu'elles sont accrochées à quelque chose pour être éliminées et puis partir dans les toilettes. Tu as certaines bactéries qui ont une enzyme qui vont redécrocher l'œstrogène pour le repasser sous sa forme active et permettre de le réabsorber. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œstrobolome, c'est-à-dire la flore intestinale, selon sa composition, qui diffère d'une personne à l'autre, mais selon sa composition, va pouvoir agir sur le système hormonal, en faisant réabsorber des œstrogènes, en faisant réabsorber des perturbateurs endocriniens. Et tu as aussi certaines molécules sécrétées par les bactéries qui vont communiquer avec le cerveau, l'hypothalamus-hypophyse, et qui vont agir sur les sécrétions hormonales. Donc en fait, l'intestin peut être un pourvoyeur d'inflammation en laissant passer des éléments étrangers dans le sang, et en plus, par rapport à la flore, peut avoir une action hormonale. C'est ce qu'on appelle l'œstrobolome. C'est très connu sur le plan scientifique. Par contre, dans le domaine médical, voilà, en PMA, tu parlais de la PMA par exemple, là, ils vont certainement pas s'embêter avec ça. Ils connaîtront certainement pas. Ils vont pas faire le lien entre l'intestin et l'hypofertilité. Pourtant, il y a des liens évidents. Voilà. Exactement, et c'est vraiment important pour moi de le souligner parce que quand je le dis, on me dit oui, en fait mon médecin n'a jamais réagi. Alors j'ai parfois vraiment des maladies cœliaques, vraiment maladie de Crohn, etc., parmi les femmes que j'accompagne, mais à côté de ça, sans aller jusque là, il y a quand même des symptômes en tout cas qui montrent que il y a un intestin irritable, qui montrent en tout cas qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors parfois quand on le vérifie au niveau des analyses sanguines, donc tu vois, moi je leur conseille aussi de faire doser, je pense notamment à la LPB, etc. Et du coup, on a parfois effectivement des marqueurs qui sont très clairs, qui montrent qu'il y a une porosité intestinale, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on est à la limite, on voit qu'on est dans les normes hautes, etc. Mais en tout cas, même pour celles qui nous écoutent, si vous avez mal au ventre, si vous avez des symptômes de ou diarrhée ou de constipation, des ballonnements, etc. Clairement, il faut absolument travailler là-dessus parce que c'est facteur d'inflammation et il faut absolument réagir. Et tu as précisé aussi tout à l'heure, tu as dit l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Et là aussi, il y a encore énormément de personnes qui se disent l'endométriose, c'est une maladie gynécologique. Non, en réalité, oui, il y a le côté gynécologique, bien évidemment, mais à côté de ça, on peut retrouver des lésions totalement ailleurs et qui démontrent aussi que, malheureusement, chez certaines patientes où on a enlevé l'utérus, il y a eu une ablation d'utérus, on retrouve encore des personnes qui se disent « mais j'ai mal malgré qu'on a enlevé l'utérus ». Donc ça montre que l'inflammation va aussi ailleurs, les lésions peuvent être assez étendues et donc c'est plutôt effectivement une pathologie inflammatoire systémique que uniquement liée à la gynécologie. Exactement, tout à fait. Alors, tu fais bien de préciser. Alors, faut pas dramatiser et faire peur à tout le monde en disant qu'en enlevant l'utérus, ça va pas s'améliorer ou qu'à la ménopause, ça va pas s'améliorer. Mais c'est vrai que c'est tout à fait possible de se faire enlever les ovaires, l'utérus. Donc, il y aura plus de règles et il y aura plus de sécrétion accrue d'œstrogène et d'avoir toujours, j'ai déjà vu, des lésions d'endométriose qui perdurent, puisque l'endométriose, il faut la considérer comme une sorte de tissu indépendant qui fait sa vie toute seule et qui a besoin d'inflammation pour prospérer. Ces œstrogènes, elle va les fabriquer elle-même grâce à l'enzyme aromatase. Donc c'est vrai que s'il n'y avait plus ni d'utérus ni d'ovaire, dans certains cas, fort heureusement, c'est pas la majorité, beaucoup de femmes à la ménopause naturelle qui sont tranquilles, on va dire, mais on peut en trouver qui ne sont pas tranquilles. Donc, faut pas imaginer que l'endométriose n'est liée qu'aux règles, n'est liée qu'à l'utérus ou qu'aux ovaires. C'est beaucoup plus complexe. Voilà. Et donc, le côté systémique, c'est-à-dire qui va diffuser dans tout l'organisme, est présent. Le côté inflammatoire, il y a le côté hormonal. C'est pas que gynécologique, ça pourrait être à des sites éloignés, en effet. Alors, c'est pareil, c'est un peu moins courant, mais on pourrait en avoir au niveau du nombril, du thorax, des poumons. Et il y a eu des rares cas dans les yeux et dans le cerveau. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre cette pathologie comme de ce qu'elle est réellement pour pouvoir agir dessus. Et c'est l'idée de l'alimentation et de la micronutrition, c'est d'agir sur tout l'organisme et justement
c'est là que ça fonctionne en réalité. Alors, tu as parlé de faire attention à tout ce qui est inflammation. Donc, on va éviter tout ce qui est produits qui peuvent générer de l'inflammation en termes d'alimentation. On va peut-être définir ce que c'est exactement. Tu as parlé aussi d'antioxydants. Tu as parlé de perturbateurs endocriniens. Donc, ça sont vraiment des éléments qui sont cruciaux pour toi. Et tu as parlé évidemment de la flore intestinale. Donc, ça, c'est vraiment les piliers sur lesquels tu bases ces principes finalement d'alimentation anti-endométriose. C'est vraiment sur tout ça que tu te bases. Alors, je me base là-dessus, mais je me base à l'origine aussi sur les études existantes. Bien sûr. On a des études existantes qui ont montré un lien entre la consommation de certains aliments et le risque statistique de développer de l'endométriose. Donc, on a des études qui montrent que la viande rouge est statistiquement associée à une augmentation du risque d'endométriose. Pareil pour la charcuterie, pareil pour les aliments frits, une alimentation à un index glycémique élevé. Ça, on sait qu'il y a des liens entre ça et le risque statistique augmenté de développer de l'endométriose. Et on sait également que on a un risque statistiquement réduit avec les oméga 3, EPA, DHA qu'on a dans les poissons gras par exemple, avec la plupart des fruits et légumes. Voilà, en gros, on a déjà des résultats qui sont similaires pour d'autres maladies, hein, c'est-à-dire que il n'y a rien de surprenant là-dedans. Cette association statistique, on l'a déjà retrouvée par rapport à d'autres maladies inflammatoires, par rapport à d'autres problèmes de santé. Donc ça, c'est une première chose. Donc on peut déjà partir de ça comme idée. Ça, c'est dans mes deux bouquins. Donc ça, c'est une base qui pourrait servir à déjà faire des choix alimentaires un peu plus précis, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Ensuite, ce qu'on sait par rapport à ça, c'est que on a aussi des études d'intervention. Là, ce dont j'ai parlé à l'instant, c'était des études d'observation, c'est-à-dire que des femmes sont suivies pendant X années, c'est ce qu'on appelle une cohorte. Elles sont suivies pendant des années, 10 ans par exemple, et au fur et à mesure, elles vont remplir des questionnaires de santé, des questionnaires alimentaires, et on va voir si statistiquement elles développent des maladies ou pas. Et il y a des études cas témoins. On prend une population de femmes à l'instant T, on regarde celles qui ont de l'endo, celles qui n'ont pas de l'endo, elles remplissent des questionnaires et on fait des statistiques. Ça, c'est vrai que le taux de preuve est quand même un peu discutable, on va dire, mais on a aussi des études d'intervention, des études dans lesquelles on a fait tester des régimes alimentaires. Donc il y a eu par exemple 2 études sur le régime méditerranéen qui ont montré que déjà le régime méditerranéen peut soulager. Alors petit bémol quand même, c'était fait en Autriche où l'alimentation des Autrichiennes, quand on la contraste avec le régime méditerranéen, c'est pas étonnant que ça s'améliore avec le régime méditerranéen. Mais déjà c'est une bonne base pour commencer. On a 2 études italiennes qui ont montré que l'arrêt du gluten soulage l'endométriose et soulage tous les domaines. Le digestif, mais aussi les douleurs pelviennes, et puis la qualité de vie. Alors même si certains peuvent trouver des défauts à ce type d'études qui ont été conduites de façon pas optimale, en tout cas on a déjà 2 études qui montrent que l'arrêt du gluten soulage toutes sortes de symptômes, mais pas seulement digestifs, aussi les douleurs pelviennes, douleurs de règles, voilà, prémenstruelles, menstruelles, etc. Alors c'est vrai que par rapport à l'intolérance au gluten, il faudrait que je retrouve le lien de l'étude, mais effectivement, la dernière étude sur laquelle j'étais tombée démontrait que les personnes qui ont une intolérance au gluten ont 2 fois plus de risques de développer de l'endométriose. Oui, exactement. Alors, quand on parle d'intolérance au gluten au sens médical, on parle de la maladie cœliaque. La vraie intolérance au gluten, c'est une maladie auto-immune. Et on trouve en effet dans la population de femmes atteintes d'endométriose plus de cas de maladie cœliaque que dans la population de femmes qui n'a pas d'endométriose. Donc, il pourrait y avoir une connexion, mais c'est peut-être plus parce que ça partage un terrain semblable et des facteurs de risque semblables. Et donc, on a d'ailleurs ça avec d'autres maladies auto-immunes. On a ça avec les thyroïdites auto-immunes, Hashimoto, Basdo. On a ça avec la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, etc. Crohn, la maladie de Crohn aussi. Donc, on a d'autres maladies qui sont, elles, classées
clairement maladies auto-immunes et qui ont une sorte de connexion avec l'endométriose, puisque en fait ça partage les mêmes facteurs de développement. Et donc par rapport aux petites précisions importantes, donc en effet dans le livre, je laisse comprendre que essayer les régimes sans gluten, ça serait pas mal, parce que souvent ça soulage beaucoup de l'inflammation, mais ce qu'il faut faire, c'est idéalement faire un test de dépistage pour la maladie cœliaque en premier lieu. Comme ça, vous savez si vous avez la maladie cœliaque ou non. Si la prise de sang pour les anticorps est positive, après il faut une petite biopsie dans l'intestin. Et si c'est positif, ben voilà, il faut manger sans gluten à vie, sans écart, voilà, un vrai régime sans gluten à vie. Par contre, si ça revient négatif, si le test revient négatif, ce qui sera souvent le cas, le médecin dira, vous voyez, madame, vous pouvez manger du gluten parce que vous n'avez pas la maladie cœliaque. Donc, mangez du blé, arrêtez vos bêtises, remangez du pain, remangez vos tartines, etc. Mangez des pâtes, des pizzas, c'est la fête, parce que vous n'avez pas la maladie cœliaque. Or, on peut très bien être sensible au gluten non cœliaque. Il y a 10 fois plus de gens qui sont sensibles au gluten non cœliaque que de malades cœliaques. Donc, raison pour laquelle l'arrêt du gluten peut soulager. Il soulage 3 femmes sur 4 qui ont de l'endométriose. Mais idéalement, il faut faire ce test pour écarter la maladie cœliaque. Si on l'a, malheureusement, pas cool. Il faudra manger sans gluten à vie absolument. Et si on l'a pas, on peut essayer le régime sans gluten, que souvent ça donne des très bons résultats. Mais par contre, si on a commencé à manger sans gluten et que ça fait déjà bien 6 mois, 1 an qu'on le fait et qu'on est hyper strict, on risque d'avoir un faux négatif à la prise de sang, ce qui pourrait interroger. On pourrait dire, non, je suis pas cœliaque, ok, parce que la prise de sang est négative, on va pas plus loin. Et puis, faut être honnête, et personne ne va faire un régime sans gluten strict, il va y avoir des écarts de temps en temps. Et si c'était le cas avec une maladie cœliaque, il faudrait pas, quoi. Ça recréerait des grosses lésions intestinales. Donc, il faudrait avoir le diagnostic tout au début. Ce serait mieux pour initier le régime sans gluten. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse, c'est que c'est vrai qu'on parle souvent d'intolérance au gluten et j'entends beaucoup dire oui, mais c'était pas le cas avant, c'est un effet mode, etc. Ça n'a rien d'un effet mode, c'est lié à finalement la méthodologie industrielle où on a vraiment raffiné le blé et on n'utilise plus qu'une certaine partie, ce qui amène finalement aussi beaucoup plus d'intolérance aujourd'hui qu'il y a quelques années parce qu'on en parle de plus en plus. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le blé soit hybridé. Les blés ont été croisés pour améliorer le taux de protéines pour l'industrie. Donc, ils recherchent un taux de protéines, notamment pour tout ce qui est panification, etc. Pour que le taux de gluten soit augmenté. Ça sert pour le pain. Donc, les blés ont été croisés, recroisés, ce qui a augmenté leur génome, qui fait que le génome, donc les chromosomes du blé, c'est plus les mêmes que le blé ancestral, on va dire. Et déjà ça, c'est un problème, puisque le blé moderne va avoir une sorte de gluten moderne, en quelque sorte, qui va être beaucoup plus difficile à digérer, qui va être beaucoup plus antigénique, qui va beaucoup plus réagir avec le système immunitaire, beaucoup plus réagir avec les intestins. Il y a ça. Après, en effet, est-ce que le blé, de toute manière, ou le gluten serait pas un problème dans tous les cas? On peut partir du principe que, ça c'est plus une supposition, c'est pas quelque chose qui est prouvé à 100%, mais c'est quelque chose qu'on met en avant en micronutrition. C'est le fait que le gluten détériore la barrière intestinale, quoi qu'il en soit, chez tout le monde. J'en parle dans le bouquin, j'ai cité les études qui l'ont montré. Ils ont fait des études, ils ont prélevé un petit bout d'intestin à des personnes qui avaient la maladie cœliaque, des malades cœliaques qui étaient en rémission, donc qui ne mangeaient pas de gluten depuis très longtemps et qui étaient en rémission, des gens qui avaient l'intestin irritable et des gens témoins, c'est-à-dire qui n'avaient pas de problème particulier. Et ils ont appliqué sur des tout petits morceaux de membrane de l'intestin, sur l'épithélium intestinal, du gluten pour voir les réactions en laboratoire, sous microscope. Et ils ont remarqué que la barrière intestinale est extrêmement abîmée chez les malades cœliaques. Alors ça, sans grande surprise, tout le monde le savait déjà.
qu'elle s'abîme un peu chez les cœliaques en rémission, voilà, sans grande surprise, qu'elle s'abîme plus chez les gens qui ont l'intestin irritable que les gens cœliaques en rémission. Alors déjà, la grosse surprise, les gens qui ont l'intestin irritable, généralement, ils réagissent assez souvent au gluten, et même les gens témoins qui disent ne pas avoir de problème alimentaire, pas de problème d'intolérance, eux aussi, la barrière intestinale se détériore avec le gluten. Donc, on part de ce principe en micronutrition que le gluten est, quoi qu'il arrive, agressif pour la barrière intestinale. Et c'est pour cette raison que l'arrêt du gluten soulage l'inflammation. Alors, le côté mode, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus maintenant qu'avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui suivent une alimentation sans gluten. C'est en ça que certains disent que c'est une mode. Mais en réalité, c'est surtout qu'on a révélé ce que peut faire le gluten sur la santé. Et que, que beaucoup plus de gens le font. C'est ça qui peut paraître être une mode. Mais en réalité, on voit bien que l'arrêt du gluten peut soulager. Et 2 études italiennes ont montré que ça soulageait. Même s'il peut y avoir quelques biais de méthodologie. Donc, ah oui, aussi une chose importante que je souhaiterais apporter à ça, c'est que le gluten va avoir un effet progressif sur la barrière intestinale. Certaines personnes vont dire, oui, mais je mange des pâtes et je me roule pas de douleur par terre. Je suis pas en train de me tordre de douleur, voilà, j'ai pas une douleur atroce au ventre. Ça ne fait souvent pas ça. Ça va grignoter la barrière intestinale au fur et à mesure. Moi, par exemple, je mange anti-inflammatoire depuis au moins 10 ans maintenant. Et c'est vrai que quand je fais des écarts sur du gluten, sur le coup, voilà, je le digère. Je n'ai pas l'impression que ça me fasse super mal au ventre. Je le digère, de digérer, ça a l'air d'aller. Mais j'ai commencé à être fatigué. Je vais avoir le lendemain des plaques d'eczéma, des douleurs articulaires, une fatigue terrible. Voilà. Et si je mange plusieurs jours de suite du gluten, les symptômes vont empirer. C'est-à-dire qu'il faut aussi ne pas confondre les symptômes digestifs avec l'inflammation. Et malheureusement, chez les endogirls, ça je le vois tout le temps sur les réseaux, c'est de confondre inflammation et troubles digestifs. Il peut y avoir un lien, parfois il n'y a aucun lien. Par exemple, on mange les chips. Voilà, les chips sont inflammatoires pour plusieurs raisons. Le sel, l'acrylamide, qui est un composé qui va se générer avec la cuisson à haute température. Il y a des peroxydes, donc des radicaux libres. Il y a toutes sortes de molécules, de la chroléine. Enfin, il y a plein de molécules oxydantes et inflammatoires dans les chips. On va manger les chips, on va les digérer. On va peut-être pas, en tout cas, avoir mal au ventre avec ça. Et pourtant, ça va augmenter l'inflammation. On va manger certains aliments qui, de par leur composition, vont engendrer de l'inflammation dans le corps, mais pas obligatoirement des troubles digestifs. Donc, il faut toujours dissocier troubles digestifs et inflammation. Et moi, ce que je propose comme repère, on va dire, pour appréhender l'inflammation, s'il n'y a pas de pilule continue, parce que c'est beaucoup plus facile s'il n'y a pas de pilule continue, c'est de voir avant et pendant les règles comment ça se passe. Est-ce qu'il y a ces fortes douleurs ou est-ce qu'au contraire, les règles sont arrivées sans problème, il n'y a pas eu de douleur, etc. Ça, c'est vraiment le meilleur repère pour voir si l'inflammation systémique a diminué. Faut pas tous se fier aux symptômes intestinaux. Voilà. Exactement. Exactement. C'est vrai que souvent on fait l'amalgame, hein. On va voir uniquement les douleurs de règles, d'où aussi ce qui amène certaines femmes qui ont pourtant de l'endométriose mais qui n'ont pas de douleurs particulières à ne pas être suffisamment vite diagnostiquées. Et on a tendance souvent à confondre aussi le degré de douleur avec le stade d'endométriose, alors que ça n'a rien à voir. Moi, j'ai déjà des femmes qui ont des endométrioses stade 4 avec des douleurs relativement faibles et vice versa, des endométrioses stade 1 qui sont pliées en deux. Le critère de douleur est très relatif. Alors ça, il y a encore un autre aspect, c'est le caractère, on va dire, neuropathique de la douleur. C'est-à-dire que si la lésion crée une inflammation très forte localisée, ça peut léser les nerfs autour et créer de très fortes douleurs malgré une petite lésion. C'est ce que tu disais. Il peut y avoir des plus grosses lésions qui font moins de douleur et avoir des très très petites lésions qui engendrent de très fortes douleurs. Mais là aussi, on peut agir avec l'alimentation et la micronutrition. Et par rapport aux symptômes digestifs,
Il y a aussi le régime FODMAP. Le régime FODMAP, c'est un régime dans lequel on exclut les aliments qui contiennent des sucres fermentés cibles, le lactose, les oligosides qu'il y a dans les légumineuses, les choux, etc. Et les polyols qui sont des sucres alcools qu'il y a dans divers aliments. Des sucres qui peuvent fermenter dans l'intestin et qui peuvent attirer l'eau dans l'intestin parce qu'ils sont mal absorbés. Et en effet, il y a eu une étude qui a montré que le régime FODMAP soulage les femmes atteintes d'endométriose qui ont un intestin irritable concomitant. Mais j'avoue, de mon point de vue, que cette alimentation-là, qui est très restrictive sur plein d'aliments, qui enlève 3/4 des fruits et des légumes, qui enlève plein d'aliments anti-inflammatoires eux-mêmes, moi, je suis moins chaud, entre guillemets, pour le régime FODMAP, puisqu'il n'a pas vocation à diminuer l'inflammation en premier lieu. Il a pour vocation à diminuer les ballonnements. C'est surtout un régime anti-ballonnement, le régime FODMAP. Et là, il y a eu une étude qui a montré que ça diminue les troubles digestifs. Après, il y a eu une autre étude aussi. C'était un régime pauvre en nickel. Les chercheurs étaient partis du principe que les femmes qui ont l'endométriose ont souvent une allergie au nickel, qui peut se voir d'ailleurs avec les bijoux fantaisie, par exemple. Et ils se sont dit, voilà, on va essayer de voir les aliments qui contiennent le plus de nickel, parce qu'il y a du nickel comme élément trace dans tous les aliments, hein, et de supprimer ces aliments pour voir ce qui va se passer. Et il y a eu en effet des résultats spectaculaires, tant sur le plan gynécologique que sur le plan intestinal, sur différentes douleurs, différentes inflammations. Mais ce régime exclut, même si c'est pas le but, les aliments qui ont des FODMAP, les aliments qui ont du gluten. En fait, ça exclut tellement d'aliments que est-ce que c'est vraiment le nickel qui a joué ou est-ce que c'est l'exclusion de tout le reste? Donc là, point d'interrogation, sachant que c'est un régime très restrictif. Donc, parmi les études d'intervention, on voit que déjà une alimentation antioxydante comme le régime méditerranéen et l'éviction du gluten, si on a bien fait le test de dépistage avant, pourrait avoir un intérêt. Ensuite, il faut aussi se pencher sur les produits laitiers. Alors, celles qui nous écoutent l'ont certainement entendu, beaucoup d'endo-girls évitent les produits laitiers. Sachant que, vous verrez dans mes bouquins, j'explique qu'il n'y a pas d'étude qui a montré, par contre, un lien entre les produits laitiers et l'endométriose. Il y a même des études qui ont montré que les produits laitiers consommés beaucoup plus jeunes étaient associés statistiquement à moins d'endométriose. Mais il y a beaucoup de biais et il y a beaucoup à dire sur ce domaine, puisque vous risquez de tomber sur des gens qui vont vous dire « Ah, mais regardez, voilà, je suis un fact-checker, je suis un zététicien, je vais vous montrer la vérité vraie, et les études ne montrent pas ce que vous dites. » Alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu beaucoup d'études aux États-Unis, ou là-bas, enfin en Amérique du Nord en tout cas, où là-bas, les produits laitiers sont systématiquement enrichis en vitamine D. Or, la vitamine D a un rôle protecteur contre l'endométriose. Il y a des études qui sont tout simplement mal conçues. C'est-à-dire que vous allez avoir des études qui témoignent, où vous avez des femmes qui ont l'endométriose et des femmes qui n'ont pas d'endométriose qui remplissent leur questionnaire de santé, leur questionnaire alimentaire. Et bien évidemment, celles qui ont l'endométriose vont mal tolérer les produits laitiers et vont moins en manger ou pas en manger et le marquer dans les questionnaires. Et les femmes qui n'ont pas d'endométriose, qui les tolèrent mieux, vont en manger. Et les statisticiens, qui vont faire des calculs dans tous les sens, ils vont trouver quoi? Ils vont trouver que celles qui mangent plein de produits laitiers, elles n'ont pas d'endométriose. Et celles qui en mangent peu ou pas, elles ont l'endométriose. Après, on fait des tas de calculs statistiques hyper complexes pour arriver à la conclusion que les produits laitiers sont associés à un risque réduit d'endométriose. Donc ça, attention, ça avait été critiqué par certains scientifiques, je l'avais mis dans le bouquin, qu'il peut y avoir des biais. Et qu'est-ce qui pourrait quand même faire que les femmes qui ont l'endométriose sont soulagées par l'arrêt des produits laitiers? Il y a une raison déjà assez immédiate, c'est que beaucoup de femmes atteintes d'endométriose ont des intolérances alimentaires. Beaucoup d'intolérances alimentaires. Des allergies vraies et des intolérances qui sont des hypersensibilités immunitaires et puis des intolérances digestives en plus. Eh bien, comme les produits laitiers font partie des aliments les plus courants dans les intolérances alimentaires, que ce soit dans les intolérances digestives et dans les hypersensibilités immunitaires, notamment la caséine.
la caséine qui est la principale protéine du lait, pas étonnant que chez ces femmes qui ont beaucoup d'intolérance alimentaire, quand on enlève les produits laitiers, ça va mieux. Et il faut comprendre que, en tout cas, ce qui est en rapport avec le caractère immuno-inflammatoire, donc par rapport au système immunitaire, ce sont les protéines du lait qui posent problème, notamment la caséine. Alors c'est pas la seule, mais c'est la principale, on va dire. Et ce n'est pas le lactose. Alors, on peut très bien être intolérant au lactose en plus, ça c'est pas du tout impossible, mais c'est quand même pas la majorité des gens, et même des femmes atteintes d'endométriose. Le plus souvent, c'est plutôt l'hypersensibilité à la caséine. Quand on enlève tous les produits laitiers, ça va beaucoup mieux. Ensuite, on peut faire d'autres reproches aux produits laitiers. L'autre fraction des protéines du lait, ce qu'on appelle la whey, les protéines du lactosérum contiennent énormément de leucine, et la leucine booste énormément les facteurs de croissance. Donc, plus on mange de produits laitiers, plus le taux d'IGF-1, d'insuline, d'IGF-1, le taux d'un autre facteur de croissance qui s'appelle mTOR augmente dans l'organisme. Ça, c'est connu par rapport à certains cancers. Donc, les produits laitiers, ça par contre, c'est pas du tout immédiat, c'est plutôt un effet à long terme. Donc, les produits laitiers favorisent les facteurs de croissance. Les acides gras des produits laitiers, même s'il y a 2-3 acides gras qui sont protecteurs, le CLA, l'acide butyrique notamment, après, il y a plein d'autres acides gras qui sont pas terribles du tout. L'acide palmitique, il y en a énormément dans les gras laitiers, l'acide arachidonique, etc. Et aussi, surtout, les produits laitiers sont bourrés d'hormones, puisque ça dérive du lait, qui est l'aliment pour le veau, dans lequel on va retrouver énormément d'hormones issues de la vache. Voilà, c'est pas des hormones rajoutées forcément, hein. Même des produits laitiers bio sont bourrés d'hormones. Il va y avoir des œstrogènes. Alors la progestérone, ça c'est pas très grave parce que c'est plutôt protecteur, mais il y a beaucoup d'hormones. Il y a des prostaglandines inflammatoires, il y a de la prolactine, il y a tout ce qu'on veut dans les produits laitiers, et plus ils sont gras, plus il y a d'hormones. Donc le beurre, la crème et le fromage sont beaucoup plus riches en hormones que les produits laitiers maigres. Et ensuite, les produits laitiers fixent, à cause des ruminants, il y a une très grosse fixation des polluants organiques persistants, notamment de la dioxine qui pourrit les sols de partout. Et les ruminants l'accumulent, ça passe dans le lait, ça passe dans le gras du lait, et ça se retrouve dans beurre, crème, fromage en grande quantité. Les produits laitiers sont la première source de dioxine dans l'alimentation humaine. Et les dioxines sont impliquées dans le développement de l'endométriose. Il y a beaucoup d'études qui ont pointé du doigt certains perturbateurs endocriniens. Les dioxines en font partie, avec d'autres choses, avec les phtalates, avec les bisphénols, mais les dioxines, c'est probablement peut-être le truc numéro 1. Donc, les produits laitiers, ils ont des facteurs qui vont être défavorables, les facteurs qui vont favoriser l'endométriose au long cours, et puis il y a certains trucs qui vont agir directement à l'instant T, le jour même ou les jours suivants, sur l'inflammation. Et en les enlevant, ça va beaucoup mieux, malgré les études qui n'ont pas montré de lien délétère, de lien statistique. Donc ça, c'est le truc le plus important à savoir, puisque on va probablement vous dire les produits laitiers sont pas gênants pour l'endométriose. Les études montrent pas de problème, parce que quelqu'un qui va vraiment regarder les preuves va tout de suite voir ça. Mais les explications du pourquoi, du comment, c'est celles que je viens de donner. C'est pour ça que ça soulage la plupart des femmes pour l'endométriose. Il existe quelques rares femmes qui n'ont pas d'intolérance, pas d'hypersensibilité à la caséine, ça peut exister, hein, c'est tout à fait possible. Elles vont pas trop remarquer de différence en mangeant ou en n'en mangeant pas. Par contre, les autres facteurs, comme les hormones, les perturbateurs endocriniens, les facteurs de croissance et compagnie, ça, c'est pas perceptible. Donc, elles pourront pas se rendre compte que ça joue quand même. Donc voilà. Donc, je dirais, je parle beaucoup. J'essaie de synthétiser un maximum pour recréer une sorte d'alimentation anti-inflammatoire. On pourrait partir sur des bases déjà anti-inflammatoires connues, c'est-à-dire les oméga-3 sont anti-inflammatoires et d'autres graisses sont pro-inflammatoires, les acides gras trans, certains oméga-6, surtout ceux des graisses animales, les acides gras saturés, notamment l'acide palmitique, qu'on retrouve dans les graisses animales aussi. Donc, on va modifier les acides gras, on va consommer beaucoup d'antioxydants, puisque plus il y a de stress oxydatif, plus il y a d'inflammation, parce que les deux fonctionnent de pair. Et on va aussi, se baser sur quelques
études qu'on a sur l'endométriose, de toute façon, rejoignent beaucoup d'autres, hein. C'est-à-dire éviter la viande, les viandes rouges, la charcuterie, voilà, pour aller sur le poisson gras, les œufs oméga 3, les volailles plutôt que les viandes mammifères, consommer des fruits, des légumes, beaucoup, une alimentation très colorée. Également, même s'il n'y a pas d'études dans ce domaine-là, l'endométriose, des cuissons douces, parce que les cuissons à forte température vont générer énormément de molécules oxydantes et inflammatoires, et voire cancérigènes. Donc des cuissons douces, et faire très attention aux perturbateurs endocriniens. Et pour ça, il y a plusieurs astuces. Déjà, fuir le plastique. Aucun contenant en plastique chez soi. Jamais du plastique. Voilà, remplacez tout par du verre pour vos boîtes de type Tupperware. Prenez du verre, même si le couvercle est en plastique, si ça ne touche pas, c'est pas grave. En tout cas, le contenant en verre. Évitez le Tefal, enfin l'ancien. D'une manière générale, évitez tout ce qui est revêtement anti-adhésif. Même si c'est marqué que c'est sans PFOA, ça j'ai regardé après dans le détail, il y a d'autres composés perfluoriques à la place. Donc quand c'est marqué sans PFOA, qui est l'anti-adhésif qui contient des gros perturbateurs endocriniens, ben les industriels ont juste mis un cousin qui fait pareil. Donc, alors le mieux c'est soit d'utiliser de la céramique ou des matériels sans revêtement. Alors attention, aluminium, s'il y a un revêtement céramique dessus, il faut pas que l'aluminium soit pur. Bon, après, peut-être que tu parles de l'inox. Si c'est de l'inox simple pour une casserole pour faire bouillir de l'eau, ok. Par contre, les vieux trucs de nos grands-mères qui existent peut-être dans les placards, des vieilles marmites en aluminium, ça existe. Ça se fait plus, mais ça existe encore. Donc, des gens qui en ont. Ça, par contre, c'est terrible. L'aluminium, surtout pas. Le vrai aluminium qui est hyper léger, c'est les casseroles hyper légères, les couvercles hyper légers, ça faut éviter. Donc, par contre, il existe en effet des poêles qui sont légères parce qu'elles ont une base en aluminium avec un double fond en acier pour l'induction, mais un revêtement céramique. Là, ça peut aller. Bon, je dirais revêtement céramique, même si probablement peut-être 2-3 trucs dedans qui sont suspects. Probablement, il faut s'imaginer que rien n'est parfait. Donc, éviter donc le téflon, choisir des revêtements comme la céramique ou sans revêtement, éviter le plastique, fuir le film étirable, le cellophane, ça c'est le diable en personne. Ne jamais utiliser cette cochonnerie. À la limite, sur un saladier, si ça touche pas les aliments, pourquoi pas, mais faire chauffer un aliment au contact de cellophane, c'est catastrophique. Envelopper un aliment dans du cellophane, s'il est gras, catastrophique. Pareil pour les papillotes, hein, d'ailleurs, les papillotes, tu sais, on va justement utiliser alors un film aluminium, on va vraiment, bon, c'est catastrophique aussi de faire chauffer là-dedans. Ah, exactement. Il vaut mieux remplacer les papillotes, acheter des petites cocottes avec un couvercle, et on met la cocotte avec un couvercle au four, et ça va emprisonner la vapeur, ça fera comme une petite cocotte un peu en porcelaine, enfin c'est un matériau qui résiste à la température, hein. Mais ça va faire une sorte de papillote, ou bien au pire, emballer ça dans du papier cuisson pour ensuite le réemballer dans l'aluminium. Comme ça, il n'y aura pas de contact direct entre l'aluminium et l'aliment. Et pareil pour les air fryers, parce que c'est la grande mode, hein, des air fryers en ce moment, il y en a énormément. C'est quelque chose que je déconseille de par cette rapidité de cuisson et donc cette intensité en termes de chaleur. C'est très nocif. Et on se dit, ah ben c'est bon, il n'y a pas de gras, parce que ça remplace un peu le côté friteux, ça remplace ce côté-là, et donc finalement les gens en consomment encore finalement plus. Donc c'est vraiment, vraiment très mauvais. Oui, c'est précisément un problème. Parce que ça va vite, parce que ça chauffe beaucoup trop fort. Ça va générer beaucoup plus de réactions de Maillard. Il va y avoir beaucoup plus d'acrylamide, beaucoup plus de produits de Maillard qui vont se former. Ça va donner ce petit goût de grillé sympathique, mais c'est précisément ça qui est oxydant et inflammatoire. Si on met une petite quantité d'huile pour faire les fameuses frites faites en matière grasse, ça va vaporiser l'huile à haute température, ce qui va favoriser des polymères d'acide gras, de l'acroléine, des peroxydes. Ah, c'est n'importe quoi. En fait, à la fin, on a un produit qui est carrément mauvais. Donc, plus la méthode de cuisson paraît révolutionnaire entre guillemets, plus c'est suspect. Et je dirais, beaucoup de gens ont peur du micro-ondes. Alors, je dis pas que le micro-ondes c'est génial, hein, mais le micro-ondes c'est vraiment
nettement moins pire, entre guillemets, même si c'est pas français, que l'air fryer. Puisque le micro-ondes, ça va agiter les molécules d'eau, ça va monter à 100 degrés, ça va pas beaucoup détériorer les aliments, même si ça peut faire quelques modifications et quelques destructions, mais par rapport au produit de Maillard, ça n'a rien à voir. L'air fryer, c'est infernal. Donc, et après, il y a certaines choses qui font peur par rapport au micro-ondes. On peut se dire, oui, mais ça dénature la conformation des protéines, etc. Ça le fait avec n'importe quelle cuisson. Hein. La cuisson dans une poêle, la cuisson au four le font aussi. Voilà. Je dis pas que le micro-ondes c'est bien, mais c'est pour dire que souvent, on voit le diable à un endroit, et puis on dit ce truc-là c'est génial, et de ce qu'on sait scientifiquement, et là je suis tout à fait objectif, hein, je dis, moi le micro-ondes je l'ai évité pendant des années, parce que j'en avais peur réellement, mais quand on regarde de près, c'est nettement moins pire que la cuisson au four à haute température, que l'air fryer ou cuire dans une poêle à haute température. Ce que vous devez éviter absolument, c'est cuire trop fort à la poêle, trop fort au four. Donc, de manière générale, il faudra toujours baisser les températures. Le four, si la cuisson le permet, mettre le four à 100 ou 110 degrés. 110 degrés étant là où on commence à avoir la réaction de Maillard. Par exemple, du poisson au four, un fin filet de poisson, vous mettez ça avec des herbes sur un plat sans matière grasse, sans rien, au four à 100 degrés, ça va jamais accrocher au plat. Puisque comme il n'y a pas de réaction de Maillard, ça n'accroche pas. On peut se dire, il a l'air de rendre de l'eau, ça va être dégoûtant. Finalement, c'est nettement meilleur que s'il est cuit à 180 degrés, parce que ça ne l'assèche pas, ça ne devient pas caoutchouteux. Il y aura peut-être des aliments où vous serez obligé de faire monter à 150 parce que ça va mal cuire ou ce sera un peu raté. Mais sinon, dans la mesure du possible, baissez la température du four tout le temps. Ne dépassez jamais 180 degrés, montez jamais à 200, 220. Faites toujours, si possible, en dessous de 180, si possible à 150, et dans l'idéal, à 100 degrés, ça serait l'idéal pour certaines cuissons. On peut cuire à l'étouffée, dans un wok, dans une sauteuse ou n'importe quoi. On met les aliments qui contiennent un peu d'eau, ou on rajoute un tout petit peu d'eau dans le fond du plat, on met un couvercle relativement hermétique, et l'eau va un peu faire de la vapeur, ça va cuire un peu l'aliment. S'il reste un peu d'eau au fond, on enlève le couvercle à la fin de la cuisson, ça finit par s'évaporer, l'aliment est cuit sans trop de réaction de Maillard, il n'y a quasiment pas de réaction de Maillard. On peut cuire aussi des aliments dans du liquide, c'est-à-dire que à condition que les légumes soient bio, que les aliments soient bio, parce que les pesticides passent dans l'eau, et donc si on jette l'eau, on enlève une bonne partie des pesticides, mais si on garde l'eau, on garde tous les perturbateurs endocriniens. Donc, par exemple, on pourrait faire certains plats, par exemple, je prends un exemple comme ça au hasard, un poulet au curry ou quelque chose comme ça, on pourrait très bien, même si certains pourront trouver ça abominable, mais on pourrait très bien faire cuire le poulet d'abord poché à feu éteint, c'est-à-dire certains Asiatiques le font par exemple. On fait bouillir de l'eau avec du gingembre, du sel, ce qu'on veut. On coupe le feu, on balance l'escalope de poulet dans l'eau, le feu est arrêté, on met un couvercle, on laisse cuire ça 20 minutes dans de l'eau qui est chaude encore un peu. Ensuite, on sort le poulet qui est, on va dire, quasiment cuit, on va dire il est cuit. Là, on le tranche avec un couteau, il est très très tendre parce qu'il n'a pas cuit à haute température. Et là, on peut le faire revenir avec un tout petit peu de curry, un peu d'huile d'olive, très rapidement, sans trop chauffer trop fort. Comme ça, il n'y a pas de réaction de Maillard. En plus, si on met du gingembre, le gingembre inhibe très fortement la réaction de Maillard. Moi, j'ai fait plein d'expériences avec du gingembre en poudre dans les aliments. Le gingembre bloque complètement la réaction de Maillard. C'est impressionnant. Vous prenez un aliment qui a tendance à brunir à la cuisson, vous balancez du gingembre dessus, l'aliment ne brunit plus à la cuisson. Alors moi, le gingembre, j'avoue, j'en bois. J'en bois en ce moment, j'en bois tout le temps. Le gingembre, je pense que je pourrais en mettre en intraveineuse tellement j'adore le gingembre. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que pour certaines, le goût est quand même particulier. Exactement. Alors le gingembre, ça fait partie des épices piquantes, qui sont un peu fortes. Donc là, c'est à double tranchant. Ça, je l'ai expliqué dans mon bouquin l'alimentation anti-endométriose. Les épices, il faut se méfier des épices fortes. Alors, pourquoi? Intrinsèquement, les épices sont toutes antioxydantes et anti-inflammatoires. Quand on fait des tests in vitro avec des épices, on voit bien qu'elles sont antioxydantes et anti-inflammatoires. Mais
on sait que certaines épices vont détériorer la barrière intestinale. Et c'est là qu'il faut comprendre le truc. Le poivre, on sait que le poivre, la piperine du poivre, augmente la perméabilité intestinale. On sait que le piment augmente la perméabilité intestinale. On sait que le paprika, qui est du poivron moulu, du poivron sec moulu, le paprika, ça contient beaucoup de lectine, et le paprika, peut-être nettement moins que le piment, mais ça peut le faire un peu quand même, augmente la porosité intestinale. Ça a été prouvé par certaines études. Donc, certaines épices vont pas être géniales pour l'endométriose, même si intrinsèquement elles sont antioxydantes et anti-inflammatoires. Ben, malheureusement, elles sont trop agressives pour l'intestin, pour la barrière intestinale, et un intestin déjà fragilisé, déjà inflammatoire au niveau de la muqueuse, avec une muqueuse avec une barrière qui est hyper perméable, ça va faire que l'achever en fait. Donc, faut éviter ces épices fortes. Et le gingembre, voilà, il y a deux cas de figure. Le gingembre, soit il est supporté et il peut être classé comme anti-inflammatoire, bien, on va dire, dans la liste des aliments qui vont bien, soit les intestins trop sensibles, là, dans ce cas-là, il faut laisser de côté et n'utiliser que des épices douces, curcuma, cannelle, et puis d'autres qui pourraient être bien tolérés, qui seraient très anti-inflammatoires, très antioxydants. Donc, le gingembre, comme tu dis, ça peut être bien chez certaines, pas chez toutes. Et tu vois, tu mets le doigt sur un élément super important parce que je le vois, hein, j'ai souvent des messages sur les réseaux sociaux. Bon, je pense que tu dois en avoir aussi plein. Mais en fait, de personnes ou par email, etc., de femmes qui me disent « Ah, mais je fais quoi ?» Et en réalité, moi, ce que je leur dis toujours, c'est que entre guillemets, on ne sait pas, dans le sens où ce qui marche chez l'une ne va pas forcément marcher chez l'autre. Et c'est vraiment important de s'écouter soi et de voir quels sont les ressentis qu'on a quand on mange tel ou tel aliment, quand on fait telle ou telle activité, etc. C'est vraiment super important de personnaliser finalement les recommandations. Tu sais, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pour tout ce qui est fertilité, PMA, il y a énormément de groupes, énormément de femmes qui veulent bien faire et qui partagent des conseils que certains pros de santé leur ont donnés, etc. Et c'est gentil. Ça part d'une bonne intention, et pour autant, ce qui a marché pour l'une ne marchera pas forcément pour l'autre. Il y a vraiment un côté personnalisation qui est crucial. Exactement. En fait, il y a des principes scientifiquement démontrés pour l'alimentation anti-inflammatoire, comme avoir beaucoup de polyphénols antioxydants dans l'alimentation, avoir des oméga-3, avoir des acides gras équilibrés, certains groupes d'aliments sont classés anti-inflammatoires. Ça, c'est une base. Pourrait être utiliser les poissons, de par leur profil en acides gras avec les oméga-3, sont plutôt protecteurs contre l'inflammation, alors que les viandes mammifères, les viandes rouges et les viandes mammifères, ça sera un long débat, je pourrais l'expliquer, mais il n'y a pas que la couleur de la viande qui va jouer, il y a aussi l'espèce. Les volailles ne sont pas inflammatoires comme le sont les mammifères, par plein d'explications différentes. Notamment, il y a un acide sialique qui est contenu spécifique, le 5-GC qui est contenu dans les viandes mammifères, qu'il n'y a pas dans les oiseaux et les poissons, qui est un élément inflammatoire, quel que soit le taux de myoglobine de la viande, qu'elle soit rouge, blanche, ça c'est un autre point encore, mais voilà. Donc il y a des règles de base, mais ensuite il y a plusieurs choses. La personne peut avoir des intolérances individuelles qui lui sont propres. Elle peut être intolérante à un aliment alors que sa copine ne l'est pas. Et ce qui marche chez sa copine ne va pas marcher chez elle parce qu'elle est intolérante à cet aliment, particulièrement. Il peut y avoir des tas on va dire de problèmes connexes. Certaines vont avoir une candidose digestive, d'autres non. D'autres vont avoir un SIBO. C'est relativement courant. Bref, il peut y avoir différentes choses qui vont se greffer. Une intolérance à l'histamine, qui est souvent la conséquence d'intestin en très mauvais état. Et par exemple, si on est intolérant à l'histamine, manger des sardines, ça va pas convenir à cause de l'histamine. Donc, en effet, il y aura des règles de base de l'alimentation anti-inflammatoire qu'il faudra personnaliser. Donc, il y a déjà un grand truc de base qui sont des principes, qui sont généralement valables, mais qui sont pas fiables à 100%, puisqu'il peut y avoir d'autres problèmes en plus, ou qui se sont développés au fur et à mesure. Et qui n'ont pas. Alors c'est aussi un élément important, c'est que moi j'aime bien quand j'ai des personnes en session, c'est en fait de faire des liens aussi avec d'autres pathologies qui a priori n'ont rien à voir avec l'hypofertilité,
Mais en réalité, quand on parle de muqueuses, il y a un principe de solidarité entre les muqueuses. Donc quand on voit qu'il y a des personnes qui ont des rhinites chroniques, etc., mais il y a quand même des liens à faire, alors que c'est pas lié directement à la fertilité, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a d'autres éléments qui se trouvent ailleurs, qui sont bons d'explorer, et ça va chez certaines personnes, moins chez d'autres. Enfin voilà, il y a un principe d'individualisation et de bien creuser et de faire vraiment le tour et de garder en tête que c'est pas juste au niveau de l'utérus et des trompes qu'il faut regarder, mais d'avoir une approche globale, évidemment. Exactement. Et là, je rebondis sur ce que tu dis, rhinite, produits laitiers, tu peux être sûr qu'en arrêtant les produits, ça s'améliore. Ça a été démontré dans une étude indépendante, parce que l'industrie laitière a fait plein d'études pour montrer que le mucus ne changeait pas chez les gens qui mangeaient des produits laitiers. Donc, ils ont pris des gens, ils leur font manger des produits laitiers, ils leur font arrêter, le mucus ne change pas. Mais un jour, une étude indépendante, hors du lobby du produit laitier, a pris des gens qui avaient de la rhinite chronique, spécifiquement, ils leur ont fait arrêter les produits laitiers. La rhinorée, donc le nez qui coule, amélioration drastique, ils leur refont prendre les produits laitiers, ça revient. Et ça, c'est une étude qui a été publiée il y a, je sais pas, 3-4 ans peut-être, je sais plus l'année en tête, soit 2020, soit 2021. Et donc, oui, les produits laitiers, comment dire, les produits, il y a une connexion produits laitiers rhinite. Et ensuite, la connexion, comment dire, avec la PMA, avec la fertilité, il faut savoir que, hors défaut anatomique, hors problème anatomique comme des trompes bouchées ou quelque chose comme ça, chez l'homme et chez la femme d'ailleurs, les 3 facteurs principaux, ce sont l'inflammation, le stress oxydatif, les perturbateurs endocriniens. Dès que tu rétablis ces 3 domaines-là, tu les ramènes, on va dire, à la normale, tu te débarrasses des perturbateurs endocriniens, que tu fais drastiquement baisser l'inflammation et l'oxydation, eh bien, la personne redevient fertile. Ça, je l'ai vu X fois. J'ai vu plein de femmes qui ont échoué avec la PMA plusieurs fois, avec, faut le dire, souvent des douleurs augmentées par les phases de stimulation, même si la communauté médicale dit que ça ne le fait pas. Eh bien, même après échec de la PMA, j'en ai vu beaucoup qui sont tombés enceintes avec l'alimentation, la micronutrition. Bien sûr, c'est pour ça que je continue vraiment à œuvrer en ce sens et bien rappeler que ça nécessite une approche globale. Alors je me base aussi sur justement 4 piliers, mais vraiment pour avoir cette approche intégrative et pas uniquement médicale. Le médical peut en faire partie parce que dans certains cas, on a besoin effectivement trompe bouchée, etc. Et même parfois une intervention, bien évidemment. Mais à côté de ça, il y a aussi énormément de choses qu'on peut faire soi-même pour améliorer justement les chances de réussite. Et je pense que c'est ce qui amène les taux de réussite que je peux obtenir aujourd'hui. Et je vois vraiment, alors les femmes que j'accompagne le savent, les produits laitiers, les filles, c'est un truc sur lequel je vous tanne et celles qui m'écoutent et qui font partie de mes programmes le savent. Le lait, c'est pour les veaux. Voilà, le lait, c'est pour les veaux, c'est stop. Parce que tu mets en évidence un élément super important, tu parles d'inflammation. Et donc, on a parlé du système immunitaire aussi, qui du coup va être suractif parce qu'il est tout le temps titillé. Et il faut vraiment, j'en profite pour celles qui peut-être nous découvrent, mais pour rappeler que pour mettre en route une grossesse, on a besoin de rentrer dans ce qu'on appelle une zone de tolérance immunitaire. Et quand on a un système qui est constamment titillé avec tout un tas de choses qui proviennent de l'environnement, du quotidien, etc., ben ça diminue nos chances en fait, techniquement. Donc, c'est pour ça que il faut que, pour que la grossesse puisse tenir, démarrer et tenir, il faut que l'endomètre soit de la bonne épaisseur, qu'il soit bien vascularisé et qu'il ne soit pas dans un état d'immuno-inflammation. S'il y a ces 3 facteurs qui sont augmentés, c'est même pas la peine, ça ne tient pas. C'est pour ça qu'il y a autant d'échecs. C'est pour ça que ça ne marche pas, c'est pour ça qu'il y a des fausses couches, etc. Et ça, tout ceci est modifiable. On peut, grâce à une alimentation anti-inflammatoire, avoir un terrain moins inflammatoire et du coup, on n'aura pas une muqueuse immunoréactive, comme tu disais. On peut, si on n'a pas de carence en vitamine D, avoir un endomètre qui a une meilleure épaisseur. Si on n'a pas de carence en iode, on peut avoir une meilleure réserve ovarienne, on peut avoir une meilleure action des œstrogènes grâce à l'iode. Si on prend du magnésium lors du transfert de l'embryon, on peut avoir moins de contractions utérines. Bref, on peut agir sur des tas de facteurs que la médecine ignore. Bon, après, ils peuvent donner de l'aspirine. Des fois, ils donnent de l'aspirine ou des injections d'héparine, voilà, pour fluidifier le sang. Mais
mais il existe plein de choses en naturel pour agir sur la vascularisation de l'utérus, pour éviter les contractions utérines, avoir une complémentation antioxydante, par exemple avec la coenzyme Q10, avec l'astaxanthine, entre autres, hein, c'est pas le seul truc, hein, pour avoir de meilleurs ovocytes. Enfin, il y a plein de choses. Mais voilà, c'est-à-dire que il faut toujours, que ce soit pour l'endométriose, pour arrêter les douleurs, calmer la maladie, voire la faire régresser. J'ai pu le voir X fois, avec une disparition des lésions à l'IRM, même si l'IRM n'est pas la méthode la plus fiable pour évaluer les lésions, mais pour stopper, voire peut-être faire régresser la maladie dans l'endométriose ou dans le cadre de la fertilité, finalement tomber enceinte et que ça marche et que ça tienne, eh bien, il faut agir sur tous les facteurs sur lesquels on peut jouer. Se limiter à ce que propose le domaine médical serait une erreur. C'est pour ça qu'il faut moins s'investir à fond dans tous les domaines. Ça se voit déjà au niveau des statistiques, hein. On peut le tourner comme on veut, mais quand on voit que les taux de réussite pour des fécondations in vitro se situent entre 20 et 25%, enfin, je pense qu'on a vraiment une réelle marge de progression en adoptant une approche complète. Alors encore une fois, hein, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas passer par la PMA, c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas la solution, c'est l'une des solutions, mais les taux de réussite étant ceux qu'ils sont aujourd'hui, il y a vraiment une marge de progression énorme, et je le vois, hein, parmi les femmes que j'accompagne, je vois les taux de réussite. Pourquoi ? Parce que elles changent en fait plein de choses au quotidien, et on va venir en fait cocher tout un tas de cases, j'ai presque envie de dire, pour en cocher le plus possible, et du coup ça augmente considérablement les chances. Ça a rien de magique, ça a rien d'ésotérique, c'est que quand on comprend, on peut corriger et améliorer, mais pour ça il faut comprendre, et donc c'est vraiment un plaisir pour moi que tu sois ici avec nous aujourd'hui, pour justement simplifier, vulgariser, tu vois, des concepts médicaux, mais qui devraient finalement être à la portée de tout le monde, tant femmes que hommes, bien sûr, parce que on a beaucoup parlé, forcément c'était le titre de l'anti-endométriose, mais tu as parlé tout à l'heure de la barrière intestinale. Il y a un lien énorme aussi entre les intestins et la qualité des spermatozoïdes qui n'est pas à négliger. Donc ça vaut évidemment pour les deux. Ici, l'objectif, c'était vraiment de parler de l'inflammation et donc de l'endométriose et de sa petite sœur, hein, l'adénomiose, mais ça vaut évidemment pour énormément de pathologies en réalité et dont la fertilité fait partie. Exactement. Et sur le plan génétique, l'homme, c'est 50%. Donc, tant que la graine n'est pas donnée, on va dire, il faut que l'homme travaille autant que la femme sur son mode de vie, sur méthode anti-stress, alimentation anti-inflammatoire, pas de perturbateurs endocriniens. Par exemple, les phtalates qu'il y a dans le film étirable et plastique sont littéralement catastrophiques pour le spermogramme. Donc, entre autres, hein, voilà. Mais du coup, pour la fertilité, il faut toujours agir sur les deux individus. Voilà. Une fois que la grossesse est partie, tout va bien. Voilà. Si le monsieur, il fume, il se drogue, il fait n'importe quoi, il mange mal, voilà, ça change plus rien. Mais avant, ça a un impact considérable. C'est 50% de la génétique. Et il peut y avoir aussi des anomalies de l'embryon qui fait qu'il va y avoir une fausse couche, ça va marcher, à cause du monsieur. Voilà, ça, il faut le préciser. Il faut le préciser parce que souvent on s'imagine que les arrêts de grossesse sont uniquement liés au système immunitaire, ce qui peut être vrai, à une malformation chromosomique, ce qui est vrai aussi évidemment dans la majorité des cas, bien évidemment, mais à côté de ça, ça vient bien en amont finalement, ça vient aussi de la qualité des gamètes, des deux côtés, et que quand on a un follicule qui va grandir dans un environnement qui est inflammé, il sera forcément de moins bonne qualité, va amener un ovocyte qui sera de moins bonne qualité, et c'en est de même évidemment pour les spermatozoïdes, où on sait quand même que la spermatogénèse met approximativement un petit peu plus de 2 mois et demi. On est sur 74 jours de mémoire, et donc c'est vrai que les spermatozoïdes qui sont aujourd'hui présents sont en réalité le résultat des 3 derniers mois d'activité, de vie, d'hygiène de vie, etc. Et donc clairement, ça a un impact considérable. Et quand on voit les taux de fragmentation d'ADN, quand on voit justement tout ça, ça montre clairement qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et messieurs, si vous m'écoutez, vraiment j'insiste, parce que en tant que femme, on va se prendre des doses hormonales, mais de fou furieux. La moindre des choses, c'est justement de faire attention en amont pour qu'on ne se prenne pas ces doses hormonales de dingue. Pour rien, en fait, parce que on joue quelque part avec nos hormones, et c'est pas sans conséquence.
Alors aujourd'hui, clairement, on sait, hein, les études sont menées quand même sont sponsorisées essentiellement par les laboratoires pharmaceutiques, donc ça va pas aller dans leur sens que de faire des études sur les effets secondaires des traitements hormonaux qu'on prend, mais clairement, on peut se douter que ce n'est pas non plus anodin, hein, c'est quand même pas rien ce qu'on fait subir à nos corps. Alors ok, c'est pour la bonne cause, on en a besoin, je dis pas le contraire, mais si on peut limiter les dégâts, c'est encore mieux évidemment, et ça c'est super important. Donc messieurs, si vous m'écoutez, ça se fait à deux, hein, le bébé ça se fait à deux, ça se gère à deux, c'est à deux pour la vie, mais donc c'est dès maintenant que ça commence. Donc la complémentation, l'hygiène de vie, l'alimentation, c'est maintenant que ça se passe. C'est super important. Donc merci d'insister sur ce point aussi. C'est crucial. C'est crucial. Merci en tout cas pour tout ça. Est-ce que tu donnerais un dernier conseil comme ça pour la route? Je sais que tu en as déjà donné énormément et ce rendez-vous était juste passionnant. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui essayent de concevoir? Alors, de concevoir et d'améliorer l'endométriose, je dirais d'utiliser l'alimentation et la micronutrition comme méthode en premier lieu et surtout pas en dernier recours. Ça, c'est l'erreur principale, c'est de faire tout ce qui est possible dans le domaine médical pour malheureusement un peu empirer son cas, pour se dire bah à la fin j'ai la nutrition, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je verrai après. Et malheureusement, c'est toujours mieux de prendre ça en premier lieu. Donc, comme méthode de base. Ensuite, je dirais de faire de son mieux sans se prendre la tête, puisque si vous êtes fragile psychologiquement, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, c'est très compliqué, ça risque même d'être mal barré, il faut peut-être mieux faire quelque chose de plus light, mais en tout cas, avoir cette approche dans l'idée de prendre soin de soi et surtout de pas prendre ça comme un combat. Parce qu'il y a, on entend souvent endo warrior, etc. Voilà. Et comment dire, le truc du combat, bah, c'est souvent aussi un combat contre soi-même. Et quand on se combat soi-même, généralement on pète un câble très rapidement. Au bout de quelques semaines, quelques mois, on va littéralement craquer et faire n'importe quoi pour refaire comme avant, voire pire, et on va pas tenir dans la distance. Donc, si la mise en place de tous ces conseils alimentaires est assez contraignant, faut le faire progressivement, même si tout n'est pas parfait au début, le faire quand même, à son rythme, et le faire dans une optique de prendre soin de soi et non pas de se combattre. Après, je cache pas que, par expérience, le modèle alimentaire qui donne le plus de résultats, c'est quelque chose qui est, en tout cas de ce que j'ai pu remarquer, sans gluten aucun, sans produits laitiers aucun, d'aucune espèce. Or, équivalent végétal, mais en tout cas sans produits laitiers aucun, avec suffisamment d'oméga 3, d'oméga 9, beaucoup de végétaux qui ressemblent au régime, en gros comme un régime méditerranéen, sans gluten, sans produits laitiers, et avec aussi tous les trucs des cuissons, des perturbateurs endocriniens. Ça, clairement, c'est ce qui marche le mieux de mon expérience, mais si ça peut paraître trop dur, d'y aller progressivement. Et de ce fait, ça sera beaucoup moins dur à supporter psychologiquement. Après, on pourra s'y faire, on verra que la qualité de vie augmente, et ce sera plus une contrainte, ce sera au contraire une amélioration de la qualité de vie. Et pareil pour la fertilité, si on améliore tous ces paramètres-là, la nature peut refonctionner, la fertilité peut revenir. Donc aborder, laisser faire les choses, certaines vont retomber enceintes sans s'y attendre, parce que leur santé redevient optimale. En tout cas, ça se rapproche petit à petit de quelque chose de très physiologique, et la fertilité revient. Donc, le faire sans stress, sans s'infliger à soi-même un combat perpétuel, et ça, les choses vont s'améliorer sur la fertilité, sur l'endométriose, et après, bah, si on arrive à être jusqu'au boutiste, on peut aller jusqu'à l'alimentation optimale. C'est mieux de se faire suivre pour voir si tout est bien fait, si on n'a pas oublié des choses, si on n'a pas d'autres on va dire pathologies qui pourraient faire que ça marche pas de façon optimale. Intégrer tout ce qu'on a sur le plan du mode de vie, le yoga, la méditation, la sophro, l'alimentation, absolument tout pour faire un tout. Voilà, parce qu'on pourrait saboter, par exemple, l'alimentation avec le stress. Du stress, ça pourrait de nouveau déséquilibrer la flore intestinale, la barrière intestinale, perturber l'axe intestin-cerveau, et puis c'est reparti. Donc,
avoir une approche globale de soins de soi-même pour arriver vers quelque chose qui est performant. C'est génial et je rebondis sur ce que tu dis juste en rappelant que on ne donne pas la vie sur un champ de bataille, donc on n'est pas en guerre parce que ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis c'est la PMA, je le dis, je le répète encore et encore et encore, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint et on peut pas enchaîner les marathons sans avoir pris de pause à un moment donné, sans avoir pris le temps de se ressourcer, sans avoir pris le temps vraiment de se poser, de se recentrer sur soi. On ne ferait pas ça avec les sportifs, on ne leur ferait pas enchaîner marathon sur marathon sur marathon. C'est pareil pour la PMA, on n'enchaîne pas les protocoles, on n'enchaîne pas des choses qui finalement n'ont pas porté leurs fruits. Ça ne sert à rien. Juste, on se pose, on repose les bases, on se pose les bonnes questions. On prend le temps de réfléchir et de corriger ce qui doit l'être et pour repartir justement du bon pied, mais vraiment enchaîner comme ça n'a absolument aucun sens. Donc je te rejoins, mais à du 3000%, je trouve ce discours mais tellement essentiel. Donc merci pour ce rappel. Vous allez évidemment trouver dans la description de cet épisode, trouver le lien vers son livre, bien évidemment. C'était un immense plaisir pour moi de t'accueillir ici. C'est vraiment, Fabien, c'était top. Donc merci pour tout. Je mettrai tout ça en détail. Si vous avez la moindre question, bien évidemment, vous pouvez me questionner sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer un petit message, me dire aussi si vous avez apprécié cet épisode. C'était pour moi un immense plaisir. Merci pour tout. On se dit à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et merci Fabien. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.